Chers amis, nous accueillons aujourd'hui Théom Bogu dans les entretiens de la revue Poésie pour son roman Un vegan chez les Pygmées, publié aux éditions Petra en octobre 2022, pour son livre de poèmes Un refuge autre que l'exil, publié aux éditions du Cygne en 2023, et pour une contribution importante au numéro de la revue Poésie 183-184, qui sera en librairie lundi et que nous présenterons ici le 6 mai. Et là, le texte de Théom Bogu, sur lequel j'interviendrai, s'intitule « En Afropolitanie ». Donc Théom Bogu et Théophane Mbogué est né en 1984 à Douala, au Cameroun, où il a passé la majeure partie de son enfance. Il a écrit ses premiers poèmes en 2000, et 8 ans plus tard, il a créé, tu en diras peut-être un mot, le club littéraire La Plume des Sans-Voix, qui visait à redonner le goût de la lecture et de l'écriture aux jeunes Africains vivant dans des milieux défavorisés. Depuis 2008, il participe à la rédaction du journal poétique Expression des ADEX, atelier d'expression de l'Oise. Il a reçu en 2010 la mention honorable à l'occasion du 14e concours de haïku du journal Mainiki au Japon. Et donc il est l'auteur de plusieurs livres, dont ceux que nous allons présenter aujourd'hui. Nous l'avons rencontré au moment où nous construisions le double numéro double, d'ailleurs, Afrique, que tu peux peut-être montrer, Claude. Il habite désormais, donc ça c'était Afrique 1, c'était 2015, et Afrique 2, 2016. Et Théom Bogu habite désormais à Provins et il est membre du comité de la revue Poésie. Alors cette rencontre renoue plusieurs fils. D'abord celui des liens, je viens de l'évoquer, que la revue a noué avec l'Afrique, les Afriques, et les poésies africaines depuis maintenant 10 ans. La revue, à l'initiative de Claude, avait consacré 2 numéros doubles, le 153-154 et le 155-156, aux Afriques, puisqu'il y a un S à Afrique. Claude s'était entouré de Pierre Leroux, de Claire Riffard, de Nicolas Martin-Granel, et avait fait appel aussi à Xavier Garnier, auteur d'un texte important sur Senghor, et que je remercie d'être là avec nous. Théom Bogu était déjà présent dans cette double arche, il était présent dès le premier numéro, et il était accompagné par une petite introduction de Claude. Tu te souviens ? Ce numéro, ensuite, cette présentation, s'inscrit dans une réflexion sur l'exil. Et la revue s'apprête à donner d'ailleurs un dossier, ou peut-être un numéro consacré à Asile-Exil, sous la direction de Claude et de Théom Bogu. Et certaines et certains se rappellent peut-être que nous avions accueilli en 2016 Sophie Gigot, pour son ouvrage important, Les migrants de Calais. Mais je voudrais citer aussi, pour lui rendre hommage, un poème que Michel Deguy avait écrit à l'occasion et qui s'intitulait « Frères migrants » et qui se trouve maintenant dans la Comaison. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce poème, c'est une espèce de réécriture de la ballade de Villon. « Frères migrants qui, avec nous, vivez, n'ayez le cœur contre nous ennemis, car si pitié de nous riches avez, paix en aurait plus tard pour tous une chance. Vous nous voyez si apeurés à millions d'imbéciles, quant à l'âme que trop avons pourrie, elle est piéça avilie et haineuse, et nous les blancs, devenus iridiés et foudres, de notre mal personne ne s'acquitte, mais prions l'inexorable, que tous nous puisse aider. Si, frères, vous clamons, pas n'en devez avoir méfiance, quoique fûtes oxy par injustice, toutefois vous savez que tous hommes n'ont pas su l'adoption élire. Nous sommes mourants, âmes sœurs délaissants, frères de sang ne sommes, sauf par homicide, comme frères adoptifs pourrions tenter de vivre, laissant le rêve et le rêve du rêve. Prions les dieux, qu'ils se connaissent et se confondent. Nous nous reconnaissons sans nous connaître, c'était le temps des sages et des peuples. Or la science a changé le visage en faciès et sa reconnaissance en prosapognosie.
Là où croit la menace, aucun Dieu ne croit plus. Mais prions l'être, ni Dieu, ni moi suprême, que nous s'invente et se fédère si nous sommes tous ce que nous ne sommes pas, que les langues parfaites en cela que plusieurs fassent voler en éclats éclairants l'identité devenue ADN. Le 21e siècle sera poétique ou ne sera pas. Alors la manière dont nous allons procéder, tous les quatre, c'est donc on va commencer par parler du livre de poèmes, Un refuge autre que l'exil, donc paru aux éditions du Cygne. Et puis ensuite on passera au roman et à l'essai, qui est un des essais que Théom Bogu consacre à une réflexion très intense et très importante pour nous sur l'Afrique. On va donc commencer par lire le poème à l'aéroport. Oui. On le prend là ou tu veux qu'on le prenne là? À l'aéroport. La salle d'embarquement était pleine de visages qui me ressemblaient ce matin-là. Une femme s'est approchée de moi. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Avec les yeux, elle a forcé un sourire. Un sourire que ses larmes déparaient monstrueusement. Je suis resté impassible comme un goyavier. J'avais oublié de lui rendre son sourire que je trouvais morne. À vrai dire, mon omission n'était pas volontaire. L'odeur du sang m'avait désappris à sourire. Avec son même sourire en larmes, elle m'a tendu une feuille de papier pliée en 4. Je l'ai dépliée avec la même impassibilité. La feuille était remplie de ratures et de gribouillis. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Tu voyages, m'a-t-elle demandé. Je suis resté comme un goyavier, les yeux rivés sur la feuille de papier. Elle m'a dit. Souviens-toi. Oh, souviens-toi et n'oublie pas. Jadis, les fleurs poussaient paisiblement dans cet îlot désertique. Cet îlot que tu laisses derrière toi n'était pas encore dépeuplé. Les sources de rire et de sourire coulaient le long de ces rues. Ce n'était pas un ciel rêvé ni un paradis retrouvé. Ce n'était qu'un îlot habitable, un îlot à visage humain, faisant un bon accueil aux passants venus des lointains. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Elle a continué. Maintenant, dans cet îlot perdu, au cœur d'immenses vagues de sable au sud du Sahara, le pépiment des oiselets a fait place au crépitement des mitrailleuses. Et les monceaux de cadavres ont remplacé les fleurs. Il n'y a plus rien. Plus personne. Même pas toi. Elle s'est tue. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Je suis resté muet comme un goyavier. Je ne savais plus pleurer. Donc ce poème s'intitule « À l'aéroport » et on avait tenu avec Théom Bogu à le lire. Maintenant, c'est à toi. Respirer. Entre le monument de la réunification à Yaoundé et la tour Eiffel se cache une île. Mon enfance. 1984. Je suis né à Douala un jour de novembre. Un mois aux souvenirs inoubliables, marqué par la démission du premier président camerounais. Ma mère ne cessait de me raconter le récit de cette démission comme une fable que l'on raconte à un enfant apeuré. 1984 est aussi marqué par un coup d'État manqué le 6 avril.
Ce putsch avorté est souvent présenté comme l'événement qui a permis au président actuel de consolider son pouvoir et de créer un fossé entre la population et lui. J'ai passé mon enfance dans ce pays administré par une politique de l'effroi et du mystère. Les silences et les absences du président étaient un puits aux interprétations multiples, les unes plus saugrenues que les autres. Dans mon quartier, personne ne se souciait des disparitions et des réapparitions du chef de l'État. La politique n'intéressait pas les adultes, encore moins les jeunes comme moi. Ma classe d'âge ne rêvait que de l'Occident, Mbeng. Les programmes de la télévision nationale et les programmes scolaires nous ouvraient à ce rêve. À l'école, on nous enseignait l'histoire, la géographie et la littérature des pays occidentaux. Les enseignants nous faisaient réciter par cœur des dizaines de fables de La Fontaine. Nous lisions les contes de Charles Perrault, des frères Grimm. Au lycée, plusieurs auteurs français m'étaient familiers. Rabelais, Molière, Voltaire, Racine, Corneille, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Baudelaire, Flaubert, Émile Zola. L'éducation nationale nous formait à tout, sauf à l'amour de notre pays. Elle n'était nationale que de nom. Son contenu racontait en grande partie les prouesses et le génie de l'Occident. Nous étions formés pour l'ailleurs. Nous voulions tous ressembler aux Occidentaux. Nos choix musicaux et vestimentaires illustraient ce désir. Nous envions les personnes qui immigraient en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Nous admirions celles qui revenaient au pays passer des vacances. Nous les croyions supérieurs à nous. Quitter le pays pour l'Occident était une nécessité. Notre bonheur en dépendait. L'Occident est un rêve qui rend malade. En Afrique, la maladie Occident tue plus que le paludisme et le sida. Aujourd'hui, le temps a passé. Je suis en Occident pour d'autres raisons. Je ne suis pourtant pas heureux comme je le pensais dans l'île de mon enfance. Je vis en dessous du seuil de ma réalité. Quand j'entre dans le bus, le métro, le RER ou le tramway pour me rendre à l'université ou à la bibliothèque, on me regarde comme un homme tout simplement, quoique étranger. Pourtant, je ne vis pas, ne respire pas comme tout le monde. L'exil est une longue agonie. Chaque jour, je peine à respirer. J'agonise debout, en marchant, en parlant, en riant, en regardant les visages des personnes qui m'entourent. J'ai échappé au marteau pour rencontrer le cercueil. Même si je ne me soucie guère du lieu de mon inhumation, je sens tout de même la douleur de chaque seconde qui passe. L'exil ne se raconte pas, ne se commande pas, ne s'écrit pas. Pourtant, aucun jour ne passe sans que je n'écrive un mot, une phrase, un fragment. Écrire, c'est ma façon de me débattre contre la mort, de respirer un peu, juste un peu, avant qu'elle m'emporte. Je ne cesse de chercher l'éditeur qui publiera mes petites respirations quotidiennes. Je continue à écrire malgré tout, peu importe si je n'ai pas de public. Mes écrits seront la trace indélébile de mon exil quand s'effacera mon visage. Face à l'agonie continue de l'exil. Cette situation engendre des déplacements
forcées au cours desquelles nombreux meurent en route, dans le désert, dans la mer, dans les prisons déshumanisantes. D'autres sont tués. Je suis donc chanceux. L'exil m'a sauvé d'une mort certaine. Et pourquoi ne suis-je pas heureux comme je l'espérais dans l'île de mon enfance? C'est vrai. L'exil m'a sauvé d'une mort, mais pas de la mort. Je suis un condamné à mort comme ceux qui me ressemblent, comme ceux qui pensent ne pas me ressembler. Mon sourire, qui ne me quitte pas, cache mal mon agonie intérieure. Il est un appel à l'aide, et pourtant je n'ai pas besoin d'argent, ni d'apitoiement. J'ai besoin de respirer, de vivre tout simplement comme un homme. Mon sourire est la dernière chose qui reste à mon humanité. Avoir vu la tour Eiffel ne m'a pas tiré de mon agonie, ni changé la situation politique de mon pays. J'ai fui une terreur pour tomber dans une autre, celle d'être sans papier. L'exil n'est pas une chance pour bien vivre. L'exil est une chance pour mourir dignement. Migrants, immigrés, réfugiés, exilés, peu importe. Je suis debout. J'essaye de respirer. Des visages me sourient, me tendent la main, m'accompagnent. Que serais-je devenu sans ces visages souriants, ces mains tendues, ces accompagnements? C'est une frontière lexicale qui sépare l'exil de l'immigration. Je ne suis pas malheureux d'être ici. Je ne suis pas non plus heureux. Le sentiment qui m'habite n'a pas de nom. Je suis pourtant un chanceux dans cette foule innombrable d'être perdu et oublié. J'ai été accueilli dans le pays dont je rêvais et je mourrais peut-être dignement comme tout humain devrait mourir. Je respire encore, semble-t-il, difficilement. Entre la tour Eiffel à Paris et le monument de la réunification à Yaoundé se cache désormais le tombeau de mes illusions. Merci, Théom Bogu. Claude, tu veux dire un mot sur ce texte ou on envoie le film? On envoie le film. Alain, tu veux bien mettre le premier extrait? Quand on est malade ici, vraiment, si tu es malade ici, tu vas vraiment mourir. Pour voir le docteur, c'est pas facile. Et quand tu réussis à voir le docteur, tu dis par exemple que tu as l'asthme, on te donne le paracétamol. Tu as mal des dents, on te donne le paracétamol. Tu as mal de tête, paracétamol. Tu ne dors pas, paracétamol. Apparemment, le paracétamol fait tout. Je ne savais pas, c'est eux qui ont fait la médecine. Moi, je n'ai pas fait la médecine. Pour entrer, c'est la porte des étoiles. C'est le quotidien d'ici. Manger, dormir, pas de travail. C'est ça. C'est ça. Tu vois? C'est normal que notre frère puisse mourir de froid parce que, regardez vous-même, il n'y a pas de lumière. Voilà, vous-même, regardez, à l'instant, c'est glacé, glacé du congélateur ici. C'est du congélateur, c'est glacé, pas de chauffage. Voilà un maigre chauffage que je ne sais pas si ça peut chauffer toute une tente, je ne sais pas vraiment. Bon, voilà ça. 115 personnes, c'est ça. Bah, le passe-temps pour me détendre un peu des exercices pour ne pas maigrir, pour la musculature. Donc fabriquer, après on change. Voilà. On a traversé cette mer. Quand je regarde ça, ça me rappelle.
parce que je n'avais jamais rêvé de la Grèce, mais me voici aujourd'hui en Grèce. Là maintenant je cherche à faire tous mes papiers pour pouvoir vraiment travailler et soutenir vraiment la famille en détresse. Le feu est allé tellement vite, comme vous voyez tous les dégâts. Et c'était du plastique, vous voyez quand le feu touche, ça part tellement vite et j'étais à l'intérieur. Et du coup, en voulant sortir, je me suis étouffé et je ne voyais plus rien parce que j'étais entouré par la fumée. Et comme vous voyez, j'ai vraiment tout perdu à l'intérieur, tous mes papiers, tous mes documents. Ça s'est brûlé à l'intérieur. Cette vidéo date de 2021 et déjà celui qui parle déjà de par son accent, c'est un Camerounais et je pense un Camerounais anglophone. Donc depuis 2016, il y a la partie anglophone du Cameroun parce que le Cameroun compte 10 régions et 2 sont anglophones. Et il y a des élans sécessionnistes depuis 2016, mais ça date depuis les indépendances. Mais il y a eu, à partir de 2016, cela s'est transformé en conflit armé et il y a beaucoup de morts, mais malheureusement, on n'en parle pas. On n'en parle pas aussi parce que le Cameroun, en fait, la position géographique du Cameroun est vraiment très stratégique et très important pour l'Occident. Donc ça fait en sorte que la politique intérieure, on n'en parle presque pas. Donc, ce qu'on oublie, le président camerounais est l'un des plus vieux présidents aujourd'hui au monde. Il a eu 90 ans le 13 février et il est là bien avant ma naissance. Il est au pouvoir depuis 82. Et ça fait 41 ans qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Et voilà, la jeunesse veut autre chose. Mais à chaque élection, c'est le même président. En fait, c'est le même président. Et il y a, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais, de Camerounaises qui ne peuvent plus vivre parce que donc c'est pas. Donc, en fait, moi, je connais un seul président et ce que je peux dire, c'est que dans le système actuel, c'est pas. On ne viendra pas vous chercher chez vous, mais il y a une forme d'autocensure et c'est même beaucoup plus violent en fait. Parce que toi, tu dois savoir ce que tu dis. Parce que si tu ne dis pas, si tu ne marches pas comme ceci, et donc c'est cette autocensure en fait dont moi j'ai grandi dans cet environnement-là, où je savais ce qu'il faut dire, comment il faut avoir telle chose, parce que si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas ça en fait. Et mon compatriote qui parle là, dont je ressens un peu, en fait, dans tout ce qu'il dit, en fait, beaucoup de Camerounais sont dans cette situation, dont sont presque partout. J'en ai rencontré donc quelques-uns. Et donc c'était juste pour dire que le Cameroun aujourd'hui est dirigé par le plus vieux président
Et il ne faudrait pas qu'on oublie cela, en fait. Il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Je sais que les conflits sont presque partout, mais il y a des milliers de Camerounais qui sont morts, des Camerounais anglophones, francophones. Et il ne faudrait pas qu'on oublie cela, en fait, qu'il y a quelque part en Afrique centrale un pays qui a un président de la République depuis 1982 et qui organise toujours les élections présidentielles. Donc j'ai un passage où je dis avoir 40 ans et avoir eu un même président de la République depuis 40 ans dans un pays démocratique. Merci. Peut-être que tu vas dire quelque chose. J'ai envie de dire simplement, tu me corrigeras si je me trompe, je ne suis pas du tout un savant dans ce domaine. Pour nous, ici, à Paris, je crois qu'il faut se remémorer aussi que l'histoire du Cameroun, c'est aussi l'histoire des rivalités colonialistes des pays européens, y compris l'Allemagne. Je crois que c'est le seul colonie que on est dans sa question. Donc tout de même, on est impliqués, nous aussi, à plein, en fait, là-dedans. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Cameroun avec un K, et qui rappelle la colonisation allemande. Oui. Donc on va maintenant commenter, parler, essayer de vous présenter ce livre de poésie, Un refuge autre que l'exil, qui est un livre de poésie en 2 parties, Au pays et là-bas. Le poème qu'on a lu, à l'aéroport, étant la transition entre les deux. Et on va lire quelques poèmes. Claude, tu veux bien lire Là-bas. Il y a 2 titres, en fait. Là-bas et Personne. Donc personne. Déjà, je ne suis pas un migrant. Je voudrais que tu le saches. J'ai ma carte d'identité. Seulement, elle ne ressemble pas à la tienne. Je ne suis pas non plus un exilé. Retiens-le une fois pour toutes. L'exil n'est pas une ère de repos. Je me suis évadé des murs d'un enfer à ciel ouvert. J'ai résisté aux monstres du Sahara, échappé aux gouffres de l'Atlantique. J'ai marché, marché, marché. La mort était à mes trousses. Je n'arrivais plus à respirer. Nuit et jour, elle me pourchassait. Pourtant, elle sait que je ne lui échapperai pas, que je suis condamné à mourir. Ne t'apitoie pas sur mon sort. Tu sais, ce n'est pas ta faute s'il me considère comme une personne en trop. Tu es un ange, et les anges ne sont pas complices des malheurs des humains. Pourquoi ton visage est-il sombre et silencieux lorsque je parle? On croirait que tu n'es personne. Tu es quelqu'un dans ce pays, même si personne ne te l'a jamais dit. Moi, je ne suis personne, et je ne souffre pas de cela. Écoute, il n'y a rien sur cette terre qui soit à même de m'empêcher de mourir. C'est la bonne nouvelle du vivant que je suis. Et pourtant, devant la mort qui me poursuivait sans relâche, durant ma longue traversée des frontières, malgré la peur qui me tenaillait, je me suis arrêté et je lui ai dit de toutes mes forces, je refuse de mourir. Médusée par mon courage de damné, elle s'est plantée à 2 mètres de moi, m'a regardé et m'a demandé « Qui es-tu » D'un ton ferme, je lui ai répondu « Personne ». Sous le pont, tout quitter et tout laisser, courir sans regarder en arrière, voir ses proches périr à coups de machette, se taire et se cacher, marcher subtilement dans la nuit, traverser la frontière et immigrer,
immigré pour échapper aux mailles de la mort, pour essayer de vivre quand même, de reconstruire une vie écartelée, une vie en suspens. Mais quelle vie? Les ponts. Savez-vous ce que veut dire être sans papier, sans abri, sans domicile fixe? Tout quitter pour vivre sous les ponts? Pouvez-vous vous imaginer la longue marche au désert, la rue traversée de la Méditerranée avec tous ses risques et périls parce qu'on n'a plus d'alternative? J'ai vécu sous les ponts quand je quêtais en vain un abri, une parole, une chaleur humaine. Je me rappelle toujours ces enfants qui me regardaient étrangement tous les matins en me montrant du doigt et en susurrant à leurs parents. Voilà l'habitant des ponts. J'ai vécu dans le propre comme tant d'autres, la vie dans l'errance, sur les trottoirs, sous les ponts, sans sou et sans espoir d'en avoir. J'ai vécu ce que personne n'aimerait vivre, l'isolement complet. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est la vie qu'il a voulu ainsi. Je n'ai pas à la maudire ni à l'honorer, mais à la vivre courageusement tant que durera mon jour. Elle l'aimait. Elle s'appelait Cécile. Elle l'aimait. Lui, peut-être. Il n'était pas blond, il n'était pas brun, il n'avait pas les yeux bleus, il n'avait pas le nez fin, mais il était beau. Beau, peut-être. Elle l'aimait, il s'en souvient encore. Comment l'oublier? Lui qui avait franchi les murs de la mort, erré dans les rues, les trottoirs, les avenues, les boulevards, les stations de métro. Comment taire sa désolation? Elle qui savait ce que veut dire accueillir, écouter, protéger, intégrer. Elle l'aimait pourtant. Lui, peut-être. Et pourquoi hurle-t-il de chagrin, comme une âme séparée de son âme sœur? Pourquoi est-il désespéré, inconsolé? Cécile déambule dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique. Donc voilà, on a lu surtout des poèmes de la première section, hein, de la transition. Claude, avant qu'on continue sur un refuge autre que l'exil, tu veux peut-être dire comment s'était passée la rencontre avec Théom Bogu? Oui. Il va me corriger s'il n'est pas d'accord avec moi. On ne cesse de se renvoyer des vannes, surtout. Bon, non, c'est une des fortes rencontres que j'ai faites dans ma vie, celle de Théom Bogu. Et c'est absolument par la revue Poésie et pour la revue Poésie. Nous avons, Poésie, décidé de lancer le projet d'un numéro Afrique. C'était le premier de 2 numéros, mais à ce moment-là, nous ne savions pas que c'était le premier, c'était un numéro Afrique. Afrique au pluriel. Et nous avons donc contacté un certain nombre de personnes, dont des spécialistes, évidemment, des littératures africaines, des spécialistes en France, à Paris, des littératures africaines. Nous avons beaucoup travaillé avec certains d'entre eux. Je pense à Pierre Leroux. Je pense aussi à Xavier Garnier, avec qui on a eu des échanges très, très féconds pour tout cela. Mais bon, je passe là-dessus. C'est très important, mais c'est pas le lieu, peut-être le moment. Ce qui s'est passé avec Théo, vous me permettrez de l'appeler Théo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte, pour moi, une sorte de petit miracle, c'est que tout d'un coup, j'ai reçu un message de toi. Et à ce moment-là, tu étais en Afrique. À toi de parler. Oui, à ce moment-là, j'étais au Tchad, j'enseignais le français dans un lycée confessionnel
Donc, c'est une ville située à 10 heures de route de la capitale N'Djamena. Et on avait des soucis d'électricité. Donc, quelquefois, on se retrouvait dans une journée, même avoir 4 6 heures d'électricité. Et voilà, le reste, il fallait se débrouiller. Et ce jour-là, moi, j'avais cette possibilité-là parce qu'au collège, on pouvait avoir Internet, donc je profitais et je crois que c'était pendant mon heure de pause, je parcourais, parce que j'écrivais quelques tests là-bas et je me disais, mais comment je vais faire entendre ces tests-là? Et je ne pouvais pas les envoyer par la poste parce que la poste ne fonctionnait presque pas. Donc à ça, c'est une ville qu'on appelle ça, et la poste ne fonctionnait presque pas. Et c'est là, en parcourant, je ne sais pas, parce qu'on ne m'avait jamais parlé de la revue Poésie avant. Donc j'avais juste tapé revue de poésie comme ça. Et je ne sais pas, le navigateur m'a envoyé sur le site. Et directement, j'ai vu, dans l'adresse mail, et c'est comme ça que j'avais envoyé au hasard. Je ne savais même pas qui va recevoir, si on va même... Franchement, j'avais juste fait ce geste comme ça. Et après, j'ai même oublié. Et quelques jours après, j'ouvre ma boîte mail, je reçois un message, et c'était un message de Claude. J'avais envoyé un seul poème, et Claude m'a répondu en disant oui, mais est-ce que vous pouvez envoyer tout un ensemble, parce qu'un poème, on ne peut pas savoir. J'avais envoyé donc une dizaine. Et j'ai attendu encore quelques jours et tout ça. Je me suis dit peut-être que mes tests étaient très, très déprimants et que personne ne va me répondre en fait. Et j'étais encore surpris que quelques jours plus tard, Claude me réponde en me disant que oui, le comité a lu tes tests et nous sommes même en train de préparer un numéro Afrique. Donc voilà, donc c'est comme ça que Claude m'a dit, donc certainement tes tests pourront faire partie de ce numéro Afrique là. Et c'est là, donc là ça date de 2014 en fait. Dans cette correspondance là, ça date de 2014 et après on a continué à échanger. On a continué à échanger, et voilà, à s'échanger même les tests, et voilà. Et Claude aussi, voilà, il a commencé à me parler un peu de la revue, de tout ce qui se passe, et même des personnes qui étaient chez lui, notamment Khaled. Voilà, donc c'est là que... Si tu me permets de dire un mot juste, moi on l'appelait Khaled, mais c'est Khaled en effet. Il était soudanais, nous habitons à Orléans, ma famille et moi, et une grande maison. Et donc il s'y retrouve, on l'a rencontré sur les bords de la Loire, dépourvu de tout, vraiment. Et en quelques moments, il a fallu 15 jours peut-être, pour que je puisse lui proposer de venir habiter dans notre maison. Donc il a habité dans notre maison jusqu'à sa mort. Et j'ai reçu même un appel il y a quelques jours de l'un de mes anciens élèves qui est tchadien et qui vit ici en France, qui travaille dans une entreprise. Il est devenu ingénieur et il m'a appelé pour me dire « Ah, donc je ne savais pas, monsieur, que vous êtes ici et tout ça. » Donc je ne sais pas, puisqu'il m'a dit qu'il devait être là, je ne sais pas s'il est là dans la salle. Et voilà, donc voilà. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'était l'un de mes élèves en terminale C. Voilà. Donc il s'appelle Élisée. Et il est là-bas au fond, donc je crois. Voilà. Il est là-bas ? Oui, oui. Ouais, d'abord au fond. Ouais. Voilà, donc voilà.
Ah d'accord, Donc, salut. oui. Et il est vraiment grand de taille. Il n'est pas Voilà, donc ça fait plaisir parce que ça, c'est vraiment, voilà, donc c'est tout mon parcours. Et après, je suis arrivé ici. Et donc voilà, et ce jour-là, Claude donc, m'a demandé, c'était en 2018, c'était lors d'un entretien. Et je suis arrivé, c'était ma première fois aussi de voir Claude. Et voilà, donc très très drôle. Oui, depuis ce temps-là, je n'ai cessé de le faire rigoler. C'est devenu ma fonction principale. Voilà, et là, ça n'a pas tardé aussi, Michel est arrivé. Ouais, c'est vrai. Michel est arrivé et Claude m'a présenté à Michel. C'était ma première fois. Donc j'avais eu à lire certains de ces tests. Et Michel m'a demandé, en fait, qu'est-ce que je faisais ici en France. Et je lui ai dit que pour le moment, je prenais des cours de sciences religieuses au Centre-Sèvres dans le 6e. Et là, quand j'ai dit ça, voilà, donc Michel m'a demandé, je suis les jésuites? J'ai dit oui. Là, il a dit. Donc, comme s'il avait d'abord inspiré un peu. Après, il a dit les jésuites, encore les jésuites, toujours les jésuites. Ça, je n'oublie pas ça parce que vraiment cette phrase résonne toujours en moi. Parce qu'avec avec sa voix qui tournait, Les jésuites. ouais. Et ça, voilà, et c'est comme ça. Quand on s'est encore rencontrés, il m'appelait toujours Théo. Toujours Théo. Et je me suis dit, mais comment il a fait pour retenir déjà même mon nom? Donc moi, je me suis dit, bon, voilà, peut-être qu'il voit tellement de personnes, il ne peut même pas se rappeler. Et moi, c'est ce qui m'a surtout marqué beaucoup. Et j'ai été peut-être 2 ou 3 fois ici, toujours à lire aussi des tests avec lui ici. Et moi, c'est cette façon-là, donc chaque fois qu'il me voyait, salut Théo. Et voilà, donc je garde tous ces moments-là parce que, voilà, donc c'est là que donc je me suis senti vraiment accueilli parce que même avec les autres membres, donc Martin, tout le reste, il y avait toujours donc quelqu'un qui t'accueille avec un sourire, Et moi, dans tout cela, voilà, donc ça m'a permis vraiment de continuer, pour utiliser dans le mot toujours de Degui, donc vraiment de continuer. Et donc voilà, donc je suis là et on a beaucoup à dire. Voilà. Oui. Alors, Juste un petit mot pour poursuivre là-dessus, c'est que c'est tout de même, on peut le constater, ça aura été, et c'est pour l'avenir, un des rôles de poésie que d'explorer poétiquement par les poètes le monde, non pas systématiquement, c'est pas un programme au sens administratif, mais par la chance des rencontres, des hasards, mais aussi par des initiatives. Je crois qu'il y a ici un ami japonais, par exemple, Onoma Satsugu, qui est un grand écrivain japonais aujourd'hui et qui aussi a participé aux activités de la revue, etc. Donc je crois que c'est un des rôles fondamentaux de la revue, encore une fois, sans systématicité administrative, mais par des chances, des rencontres, des incursions. non, je t'en prie. Et un des signes de cela, de cette manière d'envisager désormais le rapport au monde, c'est que nous n'avons plus dans l'ours de la revue ce qu'on appelle les correspondants étrangers. Et il n'y a plus de différence entre les correspondants étrangers et le comité. C'est la même chose. Voilà, donc on va lire encore 4 poèmes avant de passer la parole à Arnaud Levaque, qui dirige aux éditions du Cygne
la collection Voix au poème. Et donc Arnaud, on va lire ces poèmes et puis tu interviendras. Merci beaucoup d'être là. Et donc c'est Claude qui commence par la lecture du poème Comprendre. Donc comprendre dans Un refuge autre que l'exil, aux éditions du Sillon. Comprendre. Même si je te parle de ma vie dans ta langue maternelle, tu ne la comprendras pas. Tu ne la comprendras jamais. Tu le sais pourtant. Et tu continues à me poser des questions pour essayer de la comprendre, de me comprendre. Je viens d'un pays dont tu n'as jamais entendu parler. Les hommes et les femmes qui y vivent sont de toutes les couleurs, vert, bleu, violet, gris, rose. Tout ce que tu as lu sur mon pays est loin de la réalité. Il faut y aller pour comprendre ce que tu n'arrives pas à comprendre. Je suis ici, et même si je te raconte ma vie d'ici, tu ne peux pas la comprendre. Tu ne sais pas ce que signifie être ici. Il y a une réalité inexplicable qui s'intercale entre la vie que tu mènes et la mienne. Et pourtant, tu sais que je vis ce que je vis. Et pourtant, tu ne comprends pas comment je continue à vivre. L'exilé heureux n'est pas une fable, mais je n'en ai jamais rencontré. Ah, si je le devenais, je serais enfin heureux. L'exil est un masque lourd à porter. Être ici. Les voici venus on ne sait d'où, sans patrie, sans passeport, sans visa, avec la seule joie d'être ici. Les voici allongés sur les trottoirs sans un sou, sans emploi, sans papier, avec le seul espoir d'être ici. Les voici entassés dans des camps de fortune. Ils accostent les passants le long des rues pour un peu d'eau et de nourriture, avec la seule consolation d'être ici. Ils montent, ils descendent, ils attendent, debout, assis, couchés. Chacun espère qu'aujourd'hui sera mieux qu'hier. Les voici, mais, personne ne les voit, ne les salue, ne leur témoigne de l'amitié. Ils sont complètement invisibles. Ils sont les fantômes vivants de ce siècle. Les voici errants çà et là, à longueur de jour et de nuit, avec la seule envie de réussir, avec le seul rêve d'être ici. Merci. Une des tensions du livre, qui en font une des forces, c'est évidemment le fait que ce mot ici résonne très fort, et il résonne d'autant plus fort qu'il est inscrit dans une partie qui s'appelle là-bas. Et cette différence du là-bas et de l'ici, de la même que la différence entre nous et eux, recroise des réflexions importantes dans la revue, et notamment des avancées de Marielle Masséen sur la question des lieux, des adverbes, des prépositions. D'un point de vue formel, et on en dira peut-être un mot plus tard, ce livre, qui est, comme le dit Théom lui-même dans un entretien avec Sara Slovak, qui est paru dans une belle revue italienne en 2017, Théom se présente comme un poète, et tu dis et redis combien c'est l'écriture poétique qui motive et aimante le reste de tes textes. Mais vous l'avez sans doute entendu, la plupart des textes que nous avons lus sont des blocs de prose, poétiques, certes, par la langue, la frappe, le rythme, le lexique et aussi la solennité de certaines assertions. Et donc il y a une tension très forte qui éclate d'ailleurs à la fin du livre, et on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Alors dans le texte que je vais lire moi aussi,
le mot ici sonne, vous allez voir, d'une manière singulière et qui était propre. Un jeu impitoyable, comme des feuilles tombent brusquement d'un arbre, les unes après les autres, sous l'effet du vent qui passe et repasse, son espoir s'étiolait chaque jour sous le poids de l'exil. Il n'arrivait plus à espérer. Qui sifflera la fin de ce jeu impitoyable, se demandait-il. Pour eux, j'ai réussi ma vie, j'ai la chance d'être ici. Après quelques années d'exil, il était devenu chauve, complètement chauve. Les poils de sa barbe, de son nez, de sa poitrine, de son ventre, de son pubis et de ses aisselles avaient blanchi, complètement blanchi. L'alopécie et la canicie s'étaient emparées de son corps, une chose étonnante pour un jeune homme d'une trentaine d'années. Il faisait plus vieux que son âge. On dirait que l'exil lui avait asséné un coup de vieillesse. À peine y songeait-il, la mélancolie d'avoir quitté le pays l'envahissait, et surtout, le sentiment d'avoir sacrifié à l'exil ses plus belles années. Mais pour eux, il avait réussi sa vie, il avait la chance d'être ici. Arnaud ? Bonjour, merci à Martin, Claude et Théo Bongu de m'avoir invité. Je vais prendre la parole. Dans cette courte introduction, je vais lire un poème de Demain ne viendra jamais. C'est le premier recueil de poésie qui a été publié par Théo Bongu. Le poème que j'aime bien, que j'ai envie de lire, s'appelle « Le petit passeur de poèmes ». Je t'enverrai une poésie à toi qui n'es pas poète. Elle n'aura aucune mesure, aucune coupe, aucune rime, aucune chaîne. Elle va répondre à ton cœur, à ton regard, à ta pensée. Elle sera diaprée et libre comme l'onde allègre des mers. Je t'enverrai une poésie réservée aux non-poètes. Elle ne sera pas un rondeau, un sonnet, une ode, une ballade. Elle va correspondre à ton rythme, à ta cadence, à ton vécu. Elle pourra courir sans entrave, comme le vent des déserts. Je t'enverrai une poésie pour ceux qui ne sont pas poètes. Elle n'aura aucune césure, aucune diérèse, aucune synérèse, aucun hémistiche. Elle va soir à ton temps, à ton âge, à ton passage. Elle pourra voler librement comme une nuée d'oiselles au-dessus de la houle. Je t'enverrai une poésie du jour qui est une poésie qui se rit de demain. Je t'enverrai cette poésie-là, miroir de ton ombre, aujourd'hui, à cet instant présent même. Et pourtant, vois-tu, je ne suis pas poète. Donc ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est en fait quasiment une recherche du poème que mène Théo Bongu à travers ce poème-là. Ça appelle à une écoute et on est bien dans une situation d'énonciation. C'est bien le sujet d'énonciation qui enquête d'une forme sens qui va vers une forme sujet. Je veux dire par là que ce n'est pas un sujet énonciateur. On a le travail d'un discours et qui met à l'œuvre une énonciation. Donc ça, c'était pour l'introduction. Et je voudrais lire juste une courte phrase de Michel Deguy. Dans Le sens de la visite, au chapitre Histoire, Michel Deguy dit « Il n'y a plus de poètes, entre guillemets, mais il y a du poème. Il peut y en avoir.
Je voudrais maintenant continuer avec le livre que j'ai eu la chance de pouvoir publier dans la collection Voix aux poèmes que je dirige aux éditions du Cygne, dont l'éditeur est Patrice Canossé, qui est ici présent. Et j'ai envie de lire quelques fragments pour dire deux, trois choses comme ça, pour un peu faire partager la lecture et la joie que j'ai eue de pouvoir découvrir ce recueil. Cameroun, alors Théo Mbogou l'écrit avec un K, comme en allemand. Il y a ce fragment-là que j'ai envie de lire. Ils ont commencé à parler d'anglophones et de francophones comme si c'était des groupes ethniques camerounais. Pendant plusieurs décennies, les voix contestataires ont été pourchassées, emprisonnées, exilées, torturées, assassinées. C'était une guerre qu'ils ont soigneusement enfouie dans le grand livre de l'oubli. Alors c'est, avec ce poème, la question du colonialisme et aussi de la modernité du sujet. Là, je vais lire un autre extrait de Terreur sans visage, page 9. Écoute, le silence s'est tu, il n'y a plus rien, ni sauveur, ni chemin, ni vérité, ni vie, ni mort, ni toi, ni silence, rien. Et là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit quand je lis ce fragment, c'est qu'il va falloir s'assumer en tant que sujet humain. Et c'est probablement aussi le fait de s'assumer en tant que sujet humain l'une des transformations des valeurs de la pensée la plus importante aujourd'hui, sans doute. Je vais continuer avec un autre fragment du poème Premier arrêt sur image. Alors, avoir 40 ans et n'avoir connu qu'un seul président de la République dans un pays démocratique, on l'a évoqué en introduction, il suffit d'une parole pour que la barbarie se reproduise, dit Théo. Moi, quand j'ai lu ce recueil, je me suis dit que ce à quoi ça me faisait penser, c'est que Théo, en fait, travaille une épopée du vivre des vivants. Je vais lire un autre passage En temps de guerre. Il regarde le ciel, il crie, personne ne l'entend crier. Ses voisines et ses voisins sont allés à la guerre. Ce que j'aimerais pouvoir faire passer en citant ce court passage, c'est qu'il y a chez Théo cette force de conter, de raconter une histoire qui tire sa source de l'oralité. Aussi, il y a la question de l'expansion du capitalisme par la mondialisation. Et j'ai envie de lire ce fragment de Pourras-tu. On voit comme Théo s'y confronte. À quoi servent-ils donc ces prix Nobel de la paix dans un monde condamné à ne plus être pacifique tant qu'on ne fermera pas les portes, même les plus petites, de l'industrie de l'armement ? Et aussi, par rapport à cette question de l'expansion du capitalisme et par la mondialisation, il y a aussi cette contre-mondialisation et ces refus radicaux, dont le terrorisme. Et Théo en témoigne aussi dans le livre, dans le recueil.
dans le poème À l'heure de la prière, on peut lire pourquoi ces voyous barbus, voilés et bourrés d'explosifs brisent-ils le recueillement, la communion et l'harmonie de ces pauvres gens-là qui ne leur ont rien demandé. Pour questionner encore l'écriture de Théo, j'ai envie de citer ce passage du poème Un souvenir. Ma mère n'aimait pas me voir sous la pluie. Quand il commençait à pleuvoir, elle me racontait des contes pour m'empêcher d'aller jouer nu avec mes copains du quartier sous la pluie. J'aimais la pluie, mais mes copains du quartier... Pardon, j'aimais la pluie, mais les contes de ma mère me transportaient à chaque fois dans un univers féerique dont je rêvais. Je trouve ça très, très, très intéressant. Les contes, la mère, l'écoute, c'est-à-dire aussi ce monde de l'altérité et de la diversité. Et je reviens encore à l'oralité. Et quand je parle d'une épopée du vivre des vivants, je voudrais faire écho ici au poème qu'a lu Claude là-bas, dans la partie là-bas, et le poème qui s'intitule Personne. Et on est bien d'un ton ferme, je lui ai répondu personne, quand on est bien aussi dans l'épopée, là, à nouveau. Pour terminer, dans le poème Se raconter, ce passage, avoir besoin de souffle pour faire entendre sa voix au cœur de l'affreux vacarme du monde, pour dire à celles et ceux qui sont atteints de la maladie Occident que le plus difficile n'est pas derrière soi, mais devant soi. Je trouve que là, on a affaire à une voix dans un monde sans appel, en fait. Et je lirais bien un passage aussi d'un poème d'Aimé Césaire, du cahier d'un retour au pays natal. Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, gibbosité, d'autant plus bienfaisante que la terre déserte, davantage la terre. Ce poème-là d'Aimé Césaire montre qu'il y a une transformation qui s'opère dans les valeurs. Et c'est pour rejoindre aussi la recherche du poème de Théo Mbongu que j'essaye de... Voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Merci Arnaud. Alors on va passer à la deuxième partie de la présentation qui sera consacrée au roman. Et pour faire la transition, deux petites choses. La première, c'est qu'on avait publié il y a quelques années un texte qui est devenu célèbre et qui est même devenu une plaquette de Jean-Luc Nancy, dans lequel Nancy expliquait que pour lui, il n'y avait de véritable poésie que comme résistance à la poésie. Et que l'histoire des poètes n'était en fait que l'histoire de la recherche formelle d'une résistance poétique au poème. Et il me semble que quand on a affaire à des poètes africains, et c'est ce qu'on a vu, la résistance est multiple. Il faudrait parler de résistance au pluriel. Et pour illustrer cela, je voulais vous rappeler un texte de Sony Laboutansi qui est dans le numéro africain et qui est un texte qui figure
en manière de préface au recueil Ici commence ici, de 2013. Et ce texte fait vraiment écho au poème, enfin plutôt le texte de, pardon, les textes de Théum de la fin de Un refuge autre que l'exil résonnent très fortement avec ce texte de Sony, dont je ne lis qu'un bref paragraphe. Poète, dites-vous, mais le poète, qu'a-t-il de plus que les autres, sinon son entêtement? Il se nomme à traverser la vie là où la viande est ferme. Il se choisit à tirer les choses par leur nom. Bref, il parle, agit et respire à titre d'émotion. En cela, il échappe délicieusement au terrorisme de respirer. Il épingle le monde à sa manière de regarder. Pour moi, donc, sont poètes tous ceux qui choisissent de traverser la vie par cet endroit qu'on appelle, entre guillemets, mention d'homme. L'écrivain de la poésie devient en conséquence un traître, mais ce recueil n'est pas une quelconque forme d'écriture, c'est la dernière phrase, une façon formelle de nommer la vie devant cette éventualité tragique qu'on n'existe pas. Un texte qui, avec les textes de Théum, entretient des relations très fortes. On va donc passer maintenant à la présentation du conte philosophique, si on peut dire, de Théom Bogu, un vegan chez les Pygmées. Et pour introduire ce conte, Théom a choisi de diffuser un deuxième extrait de film. Et donc j'ai demandé à Alain si Alain veut bien le lancer. Merci beaucoup. Nous sommes partis du village, nous avons traversé la rivière pour venir cueillir le miel. Le grand frère passait comme ça, il a vu les abeilles entrer dans un arbre. Il nous a fait appel. Aujourd'hui, nous sommes venus cueillir ce miel. Mais avant de cueillir le miel, nous avons d'abord fait le nettoyage autour et abattu l'arbre. Pour les Pygmées Baka, la forêt leur a toujours procuré ce dont ils avaient besoin pour vivre. L'un des produits forestiers, c'est le miel, ici récolté pour être consommé en une journée. Mais entrer ainsi dans la forêt n'est plus autorisé. L'accès à la réserve du Dja est désormais strictement contrôlé. Les Pygmées sont de plus en plus repoussés hors de leur territoire. L'exemple de cette femme qui sait exactement où trouver les plantes médicinales. Nous sommes obligés de pratiquer l'agriculture, nous ne savons pas pourquoi. Nos enfants ne vont pas à l'école, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas les soins hospitaliers, on se soigne seulement à l'indigène. En 1987, la réserve du Dja a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Au total, sur 526 000 hectares, la réserve du Dja comporte diverses espèces animales, y compris le pangolin géant, l'éléphant, la panthère, le léopard et autres animaux dangereux. Pourtant, la pression augmente sur la réserve. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement camerounais a cédé une partie de la forêt autour de cette réserve pour une exploitation industrielle. Environ 10 000 hectares du territoire des Baka ont ainsi été rasés pour l'implantation de la filiale d'une société singapourienne qui produit du caoutchouc pour le marché mondial. Pour Ranes Ndjecha, représentant de Greenpeace au Cameroun, cela est incompréhensible. Ces communautés, après avoir été malheureusement déplacées de leur terre, ont relevé, ont demandé de manière incessante jusqu'aujourd'hui le retour sur les espaces qui leur ont été retirés, notamment les espaces qui n'ont pas encore fait l'objet de déforestation de la part de l'entreprise. Malheureusement, cette demande est restée lettre morte jusqu'à ce jour. Donc pour ces communautés, c'est non seulement leur livelihood, donc leur mode de vie qui est complètement changé, c'est leur culture qui est entièrement liée à la forêt qu'elle perd. À côté de l'impact social, les ONG décrivent également un impact environnemental et écologique. L'agro-industriel Sud Cameroun et VEA s'en défend. Sudcam affirme avoir créé des emplois pour les populations locales
et préserver l'environnement. Oui, dans ce documentaire, en fait, c'est la situation des Pygmées qui ont été donc déclarés par l'ONU comme peuple autochtone, déjà du Cameroun et même d'autres pays de l'Afrique centrale, parce que les Pygmées, on les retrouve au Cameroun, au Congo, en République centrafricaine et au Gabon aussi. Et c'est le drame que vit en ce moment les Pygmées du Cameroun, mais aussi d'autres Pygmées ailleurs, et dont beaucoup aujourd'hui se retrouvent vraiment sans abri, parce que c'est des gens qui dépendent entièrement de la forêt. Malheureusement, pour d'autres raisons, ils sont de plus en plus délogés et ils ne savent pas où vivre en fait. Et en 2010, je m'étais rendu dans un campement pygmée et j'avais passé toute la journée là-bas. J'étais avec des amis et en fait c'est ce campement pygmée que je décris dans Un Vegan en fait. Et j'avais pris vraiment, j'étais frappé et en même temps aussi choqué. Et je m'étais dit que je devais un jour écrire quelque chose et je ne savais pas comment le dire en utilisant la poésie. Et je me suis dit donc il fallait que j'utilise peut-être tout le récit, quelque chose en fait. Et c'est comme ça que ce récit est vraiment resté en moi. Et je me disais tout le temps, je vais l'écrire un jour, je vais l'écrire un jour, je vais l'écrire un jour. Et cela était vraiment... Donc quand je suis arrivé ici, j'ai vu d'autres documentaires et je me suis dit, j'avais promis d'écrire quelque chose sur la situation vraiment des Pygmées et je ne l'ai pas fait. Et c'est comme ça que je me suis donc décidé, donc ça c'est quelque chose que j'ai écrit très très rapidement, parce que c'était vraiment... Voilà, dans moi c'était pressant, c'était... Et en même temps, en plus, j'utilise beaucoup l'humour, mais c'est pas... donc derrière l'humour que j'utilise en fait, c'est une forme de résistance. Et... Vegan, pourquoi? Donc, le véganisme, on n'en parle pas en Afrique. Voilà, donc, vegan, pourquoi? Déjà parce que quand je reviens de Côte d'Ivoire, j'ai un ami d'enfance qui me dit « je ne mange plus de viande, je suis vegan ». Ça m'a surpris parce qu'on ne parle même pas du véganisme en Afrique. Je dis « mais du coup, mais comment tu ne manges plus, tu ne manges plus de la viande ?» Mais il me dit non, je ne mange plus, je suis vegan et tout, et tout, et tout, et tout. Et quand il me raconte donc son histoire, je me dis ah, c'est voilà donc quelque chose que je peux aussi utiliser comme matériau pour ce roman. Et l'humour que j'avais perdu dans l'île de mon enfance, voilà, donc c'est le mot-là qui renaît ici, en fait, dans Un Vegan. Si je peux intervenir, en même temps, je crie d'intervenir. Mais en effet, l'histoire, c'est... si tu vas me corriger si je me trompe, ça fait un moment que... l'histoire, c'est que le personnage principal, qui est pas au jeu, est donc vegan, et sa mère est d'ascendance pygmée. Exact. Il décide un jour d'aller séjourner dans la tribu de sa mère, dont sa mère était originaire. Oui. Et donc d'aller séjourner là sans renoncer à son véganisme. Exact. Donc le roman est plein d'humour, à un certain moment carrément comique, et finalement pour cette situation complètement impossible et contradictoire. Et ça donne lieu à toutes sortes d'épisodes et de micro-épisodes qui sont formidables. Donc c'est un roman extrêmement agréable d'abord parce que tout de même on sourit, on rit beaucoup, c'est une chose évidente. Je voudrais dire par rapport à ta poésie,
Une chose qui m'avait frappé dès les premiers poèmes que tu m'avais envoyés, puisque tu as évoqué tout à l'heure ce moment-là, c'était le sens âpre, féroce, y compris pour le lecteur, cruel, on pourrait dire, de l'ici maintenant. Ça s'est senti dans des poèmes que tu as lus là, hein, aujourd'hui. Tout d'un coup, des ici maintenant impossibles, à l'aéroport alors qu'il se déroule un attentat terroriste, etc. Tout d'un coup, un ici impossible. Et pourtant, il y a quelqu'un qui parle, qui va en parler. Donc, une sorte de réalisme du poème extrême. Le roman, on pourrait dire le roman, comme souvent, et d'une certaine façon ça l'est là, c'est le roman, c'est des identités, des situations possibles. Ça joue, c'est un côté ludique, ça flotte. On joue avec les identités. Là, le personnage joue entre son identité, l'identité qu'il s'est donnée d'être vegan, qui est quand même une espèce de loi de son existence, et l'origine familiale qui l'a poussé à retourner dans la tribu pygmée. Donc il y a le côté ludique, jeu des possibles, crée une tension par rapport à ces ici maintenant extrêmement âpres des poèmes. Voilà ce que je voudrais dire. Et le roman est délicieusement drôle. On s'amuse beaucoup à le lire. Vraiment. Je vous invite à le lire. On va bien lire 2 extraits comme on avait prévu. Oui. Je commence. C'est pas jeu. J'ai 2.642. Oui. Je suis végane. Mon père est végétalien. Le père de mon père était végétarien. Il s'était donné la mort parce que son voisin camerounais avait tué son chat et l'avait mangé dans un rôti de mbongo chobi avec, comme garniture, la banane plantain mûr à la vapeur. C'est un triste souvenir que je n'arrive pas à effacer de ma mémoire, ni à comprendre. Comment le père de mon père avait-il pu se soustraire à la vie pour un motif pareil? Je ne dis pas qu'il était dépourvu d'intelligence, mais c'est mon ami le roi qui avait trouvé son suicide ridicule et s'était longuement esclaffé quand je le lui avais raconté. Je ferai l'effort d'oublier cette sombre histoire. Ma mère, je n'aime pas trop parler d'elle, parce qu'elle est carnivore comme ses parents, ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines, ses nièces, ses neveux, bref, toute la lignée. Elle se moque de moi très souvent en affirmant que le véganisme, comme toute idée, mourra. Il ne sauvera pas notre planète de ces maux si complexes et si nombreux datant des années génésiaques. Je ne l'écoute pas, parce que les carnivores domestiques de son rang ne se rendent même plus compte que leurs habitudes alimentaires sont à l'origine de nombreuses extinctions d'espèces animales. Aujourd'hui, dans son pays d'origine, même les rats sont en voie d'extinction. Donc, je lis le début du chapitre 36, donc vers la fin du roman. C'est toujours le même jeu qui parle, le même personnage qu'on a évoqué. J'ai allumé ma torche et ouvert mon journal. Des idées foisonnent dans ma cervelle. Je vais les mettre par écrit pour ne pas les oublier. Mon envie d'écrire ne cesse de croître. Le démon, l'inspirateur des écrivains, serait-il en train de me posséder sans mon assentiment? Pourtant, je n'ai ni le talent ni la vocation d'écrivain. J'essaie juste de noter mes émotions, mes souvenirs et mes rêves. Le travail d'écrivain est bien plus complexe que cela. Le père de mon père passait des journées entières à écrire, enfermé dans sa chambre. Il mangeait à des heures qui ne correspondaient pas toujours aux nôtres. Ma mère et mon père respectaient scrupuleusement son mode de vie. Il ne se séparait pas de son crayon et de son bloc-notes qui lui servait assurément de journal. Je ne suis pas prêt à un tel sacrifice. Si je n'étais pas venu à Namikundi, je n'aurais pas eu l'idée d'avoir un journal dans lequel je note régulièrement mes sensations,
et mes réflexions. Passer une vie à raconter des histoires et à espérer qu'elles plaisent au public n'est pas un métier, mais une corvée que l'on s'assigne pour apporter sa goutte de joie, de soulagement, de concorde, de questionnement ou de révolte à la mer humaine. Je me suis mis sur mon séant. La faible luminosité de ma torche ne m'empêche pas d'écrire, ni de lire ce que j'écris. Mon stylo à la main, je note une image qui me vient à l'esprit. C'est maintenant le texte en italique de ce qu'il écrit. Une femme, la cinquantaine révolue, entra dans un grand restaurant réputé pour ses plats de poissons braisés et ses bouillons de vipères et de varans. Elle trouva une foule de consommateurs en train de savourer la chair animale dans un océan de joie. Debout, au milieu d'eux, et tenant le cadavre d'un varan à la main, elle le regarda successivement droit dans les yeux et leur tint ces paroles. « Je suis peut-être un être étrange devant vous, un être que vous faites souffrir à votre aise sans qu'il ne dise mot, un être qui se connaît reptilien et qui n'envie pas votre bipédie. J'ai longtemps gardé le silence pensant que votre humanité, dont vous vous vantiez, vous éclairerait sur vos goûts alimentaires pervers qui causent des malheurs jour et nuit dans le monde animal. Gardez votre morale pour vos enfants, l'interrompit un client qui mangeait le bouillon de vipère. C'est à cause de votre regard vipérin que je ne cesserai pas de consommer de la vipère dans ce restaurant. Bon, je m'arrête. Oui, je voulais aussi souligner que si j'ai pu écrire ce roman, c'est aussi grâce au programme Pause. C'est un programme d'aide aux scientifiques en exil qui est sous l'égide du Collège de France, dont j'ai été lauréat de ce programme en 2019. Et grâce aussi à ce programme, j'ai commencé à écrire une thèse que je vais probablement soutenir cette fin d'année, une thèse en littérature comparée. Et je ne sais pas, parce que le programme Pause, en fait, il fallait avoir un référent et mon référent à Paris 8, c'était Jean-Nicolas, dans Ilouf. Oui, je pense qu'il est là. Donc voilà, donc, je tenais à le souligner. Et qu'est-ce que j'ai encore oublié? Oui, et ça aussi, oui. Donc voilà, donc ici, dans ce numéro posé pour la liberté qui a été publié dans la revue Homme et Migration en 2020. Donc c'était, voilà, donc là, on retrouve tous ces scientifiques-là. Voilà, pratiquement de plusieurs disciplines et qui viennent donc des Afghans, des Turcs, des Kurdes, voilà, donc presque partout, donc d'Afrique et d'Amérique latine aussi. Donc je tenais à souligner cela. Merci. Alors pour conclure, on a vu l'activité de poète résistant à la poésie de Théom Bogu. Vous avez découvert sa prose narrative dans le conte Un vegan chez les Pygmées, mais il y a aussi un troisième visage dont vous avez eu peut-être une lueur, comme ça, un éclat dans l'évocation de son parcours, c'est l'intellectuel. Et dans le prochain numéro de poésie, enfin celui qui vient de paraître, donc le 183-184, il y a un article tout à fait passionnant et qui a appelé, me semble-t-il, à faire débattre et que j'évoque plus, que je n'évoque qu'à peine parce que je veux que vous achetiez la revue. Et donc je ne dis pas tout. Oui, qui s'appelle En Afropolitanie.
Et donc c'est un article dans lequel Théom soumet ce concept d'afropolitanisme, qui est un concept qui est né, comme tu l'expliques, à la fois d'un rejet du panafricanisme, de l'idéologie de la négritude, mais aussi des mythes afrocentristes, et qui est né à la rencontre de pensées d'écrivains, Taïwe Selassie, et de pensées de philosophes, et notamment Achille Mbembe. Et dans ce texte, tu réfléchis sur ce concept d'afropolitanie, qui est, si vous voulez, une réflexion, je te prie de m'excuser, je la gauchis, une conception de l'africanité comme une identité fluide. Fluide, et qui serait fluide à la fois en Afrique pour les Africains qui sont restés en Afrique, et à la fois en Afrique, hors d'Afrique, pour les Africains exilés. Et c'est un texte très nuancé, assez sombre, mais très nuancé, dans lequel tu montres comment ce concept a pu émerger, mais aussi les limites qu'il a, et peut-être même les dangers qu'il présente, puisque, effectivement, comme tu le dis, si l'afropolitanie, je te cite, est itinérante, migrante, flottante, eh bien, cette apologie de la fluidité, elle est bien loin de la rugosité de la vie des Africains exilés dans l'ici et maintenant. Donc c'est vraiment un texte, et je pense ici, il y a dans la salle des africanistes et des gens qui réfléchissent au concept nécessaire pour décrire la situation politique actuelle, et je crois que c'est un texte qui vraiment appelle à débat, et j'espère qu'il y aura des réponses dans la revue. Avant de vous quitter et de vous laisser la parole, puisqu'on a quelques minutes pour aussi discuter, on va entendre la lecture de 2 derniers poèmes par Claude et par Théom lui-même. Donc vous vous souvenez de ce que vous devez dire ? Est-ce que c'est une provocation, ça ? Oui, c'est une provocation pour finir. Il faut bien une provocation pour finir. C'est l'âge que tu me rends. Donc tu dois lire au vrai. Oui, au vrai, je vais lire. Ouais. Ça marche, ça ? Est-ce que ça marche ? Ça marche ? Oui, ça marche. Ok. Alors je lis le poème en prose, au vrai, donc toujours un refuge autre que l'exil. Au vrai, je ne devrais pas être ici, devant vous, aujourd'hui. Je suis désolé, sincèrement désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. Pourtant, votre regard me questionne, votre silence aussi. À vrai dire, je n'ai rien à dire. Je ne me souviens plus de rien. La seule image qui me revient à l'esprit, c'est lorsqu'ils ont commencé à m'appeler exilé. Et quand j'ai voulu savoir le sens de ce mot étrange, ils ont souri en me regardant étrangement. L'un d'eux m'a chuchoté quelques mots à l'oreille. « Vous êtes exilé, c'est une chance. L'exil est un matériau précieux pour l'histoire littéraire. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à travers ces mots ambigus. Peut-être ne voulait-il pas que je comprenne. Quand il n'y a plus rien à offrir, ou à celui ou à celle qui fuit la mort, offrir l'exil comme refuge. Comme vous le constatez, je bredouille des excuses. Au vrai, je n'ai rien à vous dire. Une seule idée m'obsède en ce moment. Je veux retourner au pays, même si personne ne m'y attend. Je veux retourner chez moi. Chez moi ? Chez moi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Après ces années passées en exil, penser à un chez moi ? Comme un enfant arraché à sa mère, j'ai souvent pleuré d'être loin des miens, loin de mon lieu de naissance. Pourtant, vous êtes là. Pourtant, je suis ici. Comment l'expliquer ? Par moments, je me dis être chanceux d'être ici, d'avoir connu des personnes comme vous. Et les autres, les miens qui sont restés au village. Un jour ne passe pas sans que leur visage habite le siège de mes pensées. J'ai perdu des proches, une vie, de belles années. Je garde quelque chose de douloureux en moi. Comment pardonner l'exil ?
Mon Dieu, ne dites pas qu'au bout, il y a la mort quand l'on meurt déjà. Alors Théom me demande de lire Le poète et la poéticienne, et il lira pour finir un poème qui s'appelle Se loger. Le poète et la poéticienne. Son dégoût, devenir poète ou être présenté comme tel. La poésie contemporaine le répugnait. Un matin, il brûla ses manuscrits, ses recueils de poèmes publiés et les livres de poésie contemporaine qu'il avait dans sa petite bibliothèque. Comment peut-on enseigner la poésie ? Se demanda-t-il. Il promena ensuite son regard enflammé de colère sur les ouvrages des poéticiens. Être enseignant de poésie, c'est triste comme métier, pensa-t-il. Il débarrassa sa bibliothèque de tous ses ouvrages et leur fit subir le même sort que les livres de poésie contemporaine. Depuis ce jour, il trouvait toujours bizarre les personnes qui se présentaient comme poéticiennes. Un soir d'avril, seul dans sa chambre à coucher, il ouvre la lettre qu'une lectrice lui a envoyée. « J'apprécie votre style qui heurte les sensibilités, trouble les habitudes et donne à penser, mais en tant que poéticienne, je doute fort que votre langue soit bien accueillie par le public à qui vous vous adressez en premier. » Il sourit d'un air dépité en refermant cette lettre. « J'écris dans la prison de la langue de l'autre, dit-il d'une voix murmurée. Un écrivain exilé peut-il avoir un public cible ? Se demanda-t-il. Il décida de ne plus rien lire et de ne plus rien écrire. Se loger. Je peux t'offrir un repas si tu veux. Te loger? Non. Je crains que tu te fasses de vaines illusions sur la vie ici. Tu sais, ce n'est pas prudent que tu dormes chez moi. S'il m'arrive un malheur, ils diront que c'est toi le responsable. S'il t'arrive un malheur, ils diront encore que c'est toi l'unique responsable. Je veux bien t'inviter au restaurant. T'héberger une nuit? Non. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. J'imagine que tu as des amis ici. Ils peuvent t'héberger. Il y a aussi plusieurs associations qui offrent des hébergements temporaires. Je sais que tu n'as pas d'argent ni de logement. Mais ne t'inquiète pas, tu trouveras ton chemin. Quelqu'un t'ouvrira une porte ou te tendra la main. La vie ici est difficile, très difficile. La plupart des gens ne pensent qu'à eux. Ils sont méfiants, calculateurs, profiteurs. Tu le savais, n'est-ce pas? N'hésite pas à m'appeler si tu sens le besoin de parler avec quelqu'un. T'accueillir temporairement? Non. J'ai besoin de solitude. Il ne faut pas m'en vouloir. Je sais que c'est dur. Très dur. Merci. On a quelques minutes si vous souhaitez prendre la parole, poser une question ou adresser un mot à Théom. Vous n'êtes ni obligé de parler, ni de vous taire. Est-ce que vous avez eu envie parfois d'écrire avec David? C'est-à-dire retraduire autrement votre texte dans une chanson, soit prise quelque part, soit produite par vous sans que vous soyez musicien? Non, jusqu'ici, j'ai pas encore pensé, peut-être parce que j'ai pas encore reçu de proposition aussi. Non, pour moi, non. Et en fait, je ne me considère pas trop comme poète. Donc moi, je me dis toujours que je suis un passeur, en fait, parce que dans ce que moi j'écris, en fait, je fais entendre plutôt plusieurs voix. Parce que quand je suis arrivé même en France, j'habitais en pleine Saint-Denis la première année et je prenais souvent vraiment mon temps pour aller
Dans pleine de Saint-Denis, il y a la venue du président Wilson. Donc, j'allais parfois rencontrer des personnes aussi qui vivent des situations vraiment de précarité. Et c'est parfois ces gens qui ne peuvent pas parler, en fait, que je fais entendre aussi leur voix à travers mes tests, en fait. Donc, dans le jeu, le tu, le il même qui parle, en fait, c'est parfois ces voix-là en fait, qui se greffent à ma voix. Donc c'est un peu ça. Voilà. Xavier ? Oui, juste une curiosité sur la maladie de l'Occident. Comment vous dans quel sens vous iriez? C'est l'Occident qui est malade ou c'est l'Afrique qui est malade de l'Occident? Ou c'est les deux? C'est les deux. Mais la maladie Occident, pour l'Occident même, c'est en fait ce que Bimbe disait par rapport à la France, que la France a décolonisé sans s'auto-décoloniser. Donc il y a cette obsession de l'Afrique que l'Occident a en fait. Donc maintenant on voit avec la guerre qui se passe en Ukraine et le groupe Wagner qui déploie ses forces en Afrique. Donc l'Occident se dit la Russie va prendre l'Afrique. Donc il y a cette maladie-là. Et de l'autre côté, la maladie Occident, c'est tout le fantasme qui est né de la colonisation. Et vous faites même cette analyse dans votre dernier ouvrage, Éco-poétique africaine. Et voilà, donc, il y a ce fantasme-là que, dans l'Occident, en fait, c'est un paradis. Et finalement, beaucoup en souffrent. Donc tout ce qui meurt, en fait, j'appelle ça la maladie Occident. Donc d'autres n'ont jamais été ici, mais on leur a dit et ce qu'ils voient, et comme je le décris aussi dans mon récit, c'est depuis le primaire, le secondaire, on nous a appris ça et en fait, on grandit et dans notre imaginaire, on se dit l'Occident, c'est le lieu de l'accomplissement. Or, ce n'est que du pur fantasme en fait. Et voilà, donc l'Occident souffre, l'Afrique aussi souffre. Et peut-être pour guérir, il faudrait donc trouver quelque chose en fait pour les deux. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire. Et je vais saluer, je vois Brenda, donc voilà, donc je vais particulièrement la saluer. Voilà. Bon, alors merci beaucoup. On vous donne rendez-vous donc le 6 mai pour la présentation du numéro 183-184. Donc je suis partagé entre l'envie de faire du teasing et de ne pas spoiler le numéro. Mais je le dis quand même, dans ce numéro, donc, il y a un texte dédicadour consacré à Hans Magnus Enzensberger, une quinzaine de poétesses et de poètes, Olivier Barbaran, Stéphane Bouquet, Mathieu Brosseau, Romain Candusso, Jacques Darras, Anne Dugin, Laure Gauthier, Delphine Guy, Louis Jens, Horace traduit par Pierre Vinclair, Nino Iudice traduit par Jean-Paul Botta, que je salue, Mata Marcina traduit par Séverine Clément Tarantino, Katia Molodowski traduite par Claire Buchbinder, que je salue, François Ranou, Emmanuel Voltara, Kamel Zerdoumi, un dossier sur l'Iran qu'on a appelé Non loin l'Iran, avec un très très beau texte et des très belles traductions de Basil Bunting par Louis Payou, un autre dossier qui s'appelle Non loin l'Ukraine, avec une traduction par Jacques Demarque d'un texte de Cummings qui s'appelle Amy, Jacques Demarque que je salue. Ensuite, des poèmes de Carole Bala, traduits par Guillaume Métayer, que je salue. Et puis des proses de Sylvia Krostowska, Jean-Patrice Courtois, Jean-Nicolas Ilouz, toi-même, Théom Bogu, et puis une section dont vous avez déjà parlé, qui s'appelle Continuer de Guy, avec à la fois des textes de Guy et puis des textes sur De Guy. Et ici, donc, ce sont des textes d'Yves Charnay, de Patrick Auchard, que je salue,
d'Irène Kosovoy, de Richard Rand, d'Adélaïde Rousseau, salut Adélaïde, d'Irène Santori, et une lettre inédite de St. John Perse à Pierre Auster. Donc vous voyez, de Hans Selzberger à St. John Perse, en passant par Théom Bogu, la revue Poésie travaille pour vous. À bientôt.